Je t'aime. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Bon anniversaire. Bonjour. Comment ça va? Je t'ai aimé de n'aime pas les promesses. Oh, merci. Merci beaucoup. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle des VTubers, des youtubeurs virtuels. Ce ne sont pas des intelligences artificielles, non, pas encore. Ce sont de vraies personnes qui utilisent un avatar pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et si en France c'est encore un phénomène assez méconnu, au Japon c'est un gros marché depuis plusieurs années. Mais en vérité, ce n'est pas qu'au Japon. États-Unis, Royaume-Uni, Philippines, Chine ou encore Canada, le phénomène a largement séduit le public anglophone et même chez les Espagnols, ils ont leur première VTubeuse. Les VTubers ont très bien su s'exporter à l'international, mais alors comment ça se fait qu'en France, on n'en a jamais entendu parler? Quasiment. Les avatars sont systématiquement inspirés de l'esthétique des animés, et la France étant LE pays le plus consommateur de manga après le Japon, ça devrait être un carton absolu chez nous. Pourtant, même s'il existe une petite communauté française, eh bien il faut se rendre à l'évidence, les VTubers en France, ça ne prend pas. Ou plutôt pas encore. En septembre 2023, la VTubeuse portoricaine Iron Mouse est venue faire un coucou à nos chers streamers français. I really love your name, like if I translate it in French. What is it in French? It's souris de métal. Souris de métal. Souris de métal, yeah. Et c'est elle qui a été élue en 2023 créatrice de contenu de l'année, toutes catégories confondues. Pas uniquement chez les VTubers, chez tous les créateurs de contenu. Vraiment chez les anglophones, c'est l'explosion totale. Dans les gros noms du VTubing, il y a également Gaul Bura, Hosho Marine ou encore Uruha Lucia. Oui, que des persos féminins, comme par hasard. Le contenu principal c'est du gaming en live ou encore des musiques sur YouTube. Mais, tout comme dans les animés on peut se retrouver avec du fanservice, chez les VTubers on a exactement la même chose. I'm so sorry, you're not a big boy, it's okay. Ouais, sauf que la différence avec un animé c'est qu'il y a une vraie personne derrière, un chat pour réagir et bien sûr un lien pour faire des dons. Bref, après avoir fait une erreur une première fois sur l'interprétation d'une musique de VTubeuse et m'être corrigé, puis une seconde fois sur les chiffres de popularité d'une VTubeuse Menhera, qui était censée en être une mais qui ne l'était finalement pas, je me suis dit qu'il était plus que temps que je me plonge dans l'univers des VTubers. Parce qu'effectivement, dans le monde des VTubeuses, obtenir plusieurs centaines de milliers d'abonnés en seulement quelques jours, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce sont donc des industries folles qui se créent autour du merchandising, des concerts, des conventions, des meet-up et bien sûr du drama. Oui, beaucoup de drama. Au Japon plus particulièrement, ces VTubers ont littéralement cassé une industrie qui existait déjà. Bienvenue dans l'histoire folle des nouvelles idoles japonaises. Forcément, on va aussi parler de merch dans cette vidéo parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre de ces nouvelles idoles. Si vous voulez, c'est pas comme ma marque Oni ou comme les 4 nouveaux hoodies qui viennent de sortir sur le thème de l'art japonais. Il y a les grues, symbole du Japon très souvent représentés dans les estampes. Ensuite les corbeaux qui sont aussi un symbole des créatures ayant guidé le premier empereur du Japon jusqu'au terre nippon pour fonder le pays du soleil levant. Et ce soleil nous amène au feu, aux flammes, toujours en mode estampe japonaise. Et bien sûr le dernier modèle c'est sur l'art de l'irezumi, le tatouage traditionnel japonais, vous le voyez juste ici. C'est le hoodie Yakuza avec le tigre, clairement c'est un banger, je suis trop fier. Ils sont tous entièrement brodés sur la manche gauche et c'est réfléchi pour que ça ne soit pas gênant dans les mouvements. C'est disponible tout de suite sur le site Oni avec le lien dans la description ou avec le premier commentaire. Pour être honnête, voici ce que je pensais des VTubers avant d'écrire cette vidéo. Le concept d'utiliser une mascotte façon animée c'est cool. J'ai même hâte que ça soit encore plus au point et facile d'utilisation pour utiliser ça et illustrer des concepts de manière encore plus efficace. Mais ce que l'industrie des VTubers propose, personnellement, je déteste. Ça prône le faux, on modifie sa manière de parler, sa voix pour être toujours plus une fille innocente avec des énormes seins bien animés. Ça bien sûr dans l'objectif de soutirer le maximum à des gens en détresse affective et sexuelle. Sans oublier bien sûr de créer à l'appel des VTubers pour être vraiment sûr de plaire à 100% de tous les portefeuilles disponibles. Bref, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère. Et peut-être que vous avez cette même pensée, ou encore pas du tout. Mais pour savoir si ma première impression était la bonne, j'ai besoin de savoir comment les VTubers ont été créés. C'est comme ça que je suis remonté jusqu'à un nom que je pense vous connaissez tous. Hatsune Miku. Hatsune Miku, le phénomène de la fin des années 2000, début des années 2010 au Japon. Son nom veut littéralement dire en japonais le premier son du futur. Et si vous la connaissez sûrement en tant que chanteuse virtuelle mondialement connue, à la base Hatsune Miku c'est un logiciel de synthèse vocale de Yamaha Corporation commercialisé le 31 août 2007. Le but c'était de créer une source sonore capable de reproduire l'effet de voix chantée. You open your mouth, I keep getting more impressed.
Et à l'époque, c'était la seule voix qui ne pouvait pas être exprimée par des sources sonores préenregistrées. Mais du coup, vous allez me demander, la fille aux cheveux turquoise et avec des couettes, elle fait quoi dans cette histoire? Eh bien, c'était juste le personnage qui consistait à représenter ce logiciel de synthèse vocale. Un avatar mignon pour un petit plus marketing. Ce petit plus, c'est quand même passé à un énorme marché international. J'espère vraiment que le mec qui a proposé l'idée et qui a rajouté ça au dernier moment au département marketing, il a eu une sacrée augmentation. Parce qu'il va presque accidentellement réunir tous les ingrédients nécessaires pour créer la première idol virtuelle. Comprenez bien que n'importe quel utilisateur peut créer une musique en faisant chanter Hatsune Miku. Donc ces utilisateurs commencent à publier leurs chansons sur internet de manière indépendante. On reconnaît le timbre un peu étrange de la voix artificielle, mais dans le fond ça passe. Et puis en plus la fille aux cheveux turquoise est là pour faire en sorte que ça passe. En revanche, pour que ça explose, il manque quand même un dernier ingrédient. Chez les idols, il y a la musique, ça c'est bon, le chant, ça c'est check, mais il y a aussi la danse. Et moins d'un an après la commercialisation du logiciel Hatsune Miku, c'est le programme Miku Miku Dance qui fait son apparition. Donc vous voyez, ça s'est tout installé, tout ça. Si je fais play, ça bouge tout seul, c'est tout joli, c'est tout mimi. On peut modéliser son personnage et le faire déplacer numériquement. Et il en faut pas plus pour les créateurs de Hatsune Miku ou encore sa communauté pour la faire danser dans des clips. Ces clips sont postés sur YouTube ou sur des plateformes japonaises comme Nico Nico Doga. Ça y est, elle bouge, on peut faire des clips, Hatsune Miku commence à faire de plus en plus parler d'elle. Et pile 2 ans après sa création, Hatsune Miku, le 31 août 2009, réalise son premier concert. Sauf qu'autant pour une entreprise comme Yamaha Corporation, modéliser chaque séquence pour le concert, c'est faisable. Mais pour les utilisateurs réguliers du logiciel Hatsune Miku, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, c'est beaucoup trop long et fastidieux. Et pourtant, c'est eux, c'est la communauté qui a donné vie à l'idol Hatsune Miku. Donc il doit bien y avoir un moyen de s'approprier les mouvements de l'idol sans avoir à passer des dizaines d'heures derrière un écran. Effectivement, la réponse existe et elle arrive, elle s'appelle la Kinect. En 2010 sort la Kinect au Japon. C'est un appareil qui permet à des consoles ou à des ordinateurs de reconnaître les gestes que vous faites devant elles pour les retraduire dans le jeu ou dans un logiciel. Et vous l'avez compris, si on combine la Kinect avec le programme d'animation Miku Miku Dance, on obtient des mouvements en temps réel. La Kinect capture votre mouvement et le reproduit chez Hatsune Miku. Et c'est comme ça que des milliers de vidéos sont créées en utilisant cette nouvelle technologie. Sa communauté a pu dans un premier temps s'approprier sa voix et maintenant elle peut même s'approprier son corps. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, vous avez compris. Et c'est parti, les concerts deviennent de plus en plus fous avec des gens qui sont de plus en plus dans l'engouement Hatsune Miku. Et pourquoi on s'arrêterait à la vente de billets pour des concerts en fait? Les producteurs se mettent à vendre des t-shirts, des éventails, des figurines, des coussins. Elle participe aussi à des pubs puis elle s'exporte à l'international en côtoyant des célébrités américaines comme Scarlett Johansson ou encore Lady Gaga, où elle fait carrément la première partie de ses concerts en 2014. Bref, en moins de 5 ans, en 2012, l'idol virtuelle a réussi à générer au total un chiffre d'affaires de 10 milliards de yens. Ça fait quand même à l'époque 90 millions d'euros. C'est pas mal, 90 millions d'euros. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'engouement des fans, il semble sans limite au point que... Oui, ça vient de là, les messieurs qui se marient avec des personnages virtuels. Bref, après avoir célébré plusieurs mariages, Hatsune Miku se développe dans l'industrie du jeu vidéo. C'est le jeu Project Diva et sa carrière est toujours autant au top. Pourtant, avec l'énorme masse d'argent que génère Hatsune Miku, il y a bien des personnes qui essaient de lui faire concurrence. Sans succès. En revanche, d'autres personnes plus malines comprennent que dans le concept de Hatsune Miku, ce qui est de l'or en barre, ce n'est pas la technologie Vocaloid, c'est la capture de mouvement pour animer un personnage en temps réel. De cette manière, on pourrait avoir un personnage animé, mais contrôlé par un véritable être humain pour pousser le réalisme encore plus loin. Alors oui, aujourd'hui c'est très simple et basique, mais à l'époque, il fallait y penser. Ces visionnaires, ce sont les membres de la société de production Active 8, et pour eux, l'avenir des idoles, il n'est pas que sur scène. Le nouveau terrain de jeu, il se trouve ailleurs, parce que nous sommes en 2016 au Japon, et depuis plusieurs années, il y a une nouvelle forme de divertissement qui prend de plus en plus de place. Elle s'appelle les youtubeurs. La naissance des VTubers, Kizuna Ai. Le 29 novembre 2016, la première vidéo de la première VTubeuse est postée. C'est indéniable parce que c'est carrément elle qui va créer le mot VTuber, contraction de Virtual YouTuber. Elle s'appelle Kizuna Ai et son nom est diablement ingénieux. Kizuna en japonais ça signifie les liens et Ai ça peut se traduire par amour. On peut lire ça le sentiment amoureux, mais il y a également une autre forme de lecture.
AI, si vous le décomposez, ça fait AI, et bien sûr ça donne Artificial Intelligence, ce qu'elle prétend d'ailleurs être. Bien sûr, ce n'en est pas une, c'est une personne réelle dont les mouvements et la voix sont capturés par une Kinect et qui sont retraduits par le logiciel Miku Miku Dance. Mais on voit quand même que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que les yeux suivent également le mouvement, donc il faut traquer les yeux, mais il y a aussi la bouche pour la synchro labiale, puis tous les doigts de la main, ensuite il faut rajouter le suivi de mouvement dans les cheveux, gérer la physique du ruban. Non, vraiment, c'est un très gros investissement pour générer tout ça correctement. C'est pour ça que dès le départ, le ton est bien donné. Dès la première vidéo, le rêve de Kizuna AI est annoncé, et c'est d'apparaître dans des publicités. Ah, il faut que les producteurs de Active 8 y rentabilisent ça très vite. Mais croyez-moi, cet investissement qu'ils ont fait, il vaut le coup. Il vaut très le coup. Même si ça se dit pas, ça va se dire. Parce qu'attention, pour Kizuna AI, tout va aller très vite. En même temps, après le succès de Hatsune Miku, créer une youtubeuse virtuelle avec une interface de personnage d'animé, c'est comme si on avait une recette incroyable et qu'on y avait rajouté de la coke à l'intérieur. Et qu'on se demandait, tiens, c'est bizarre, les gens sont accros. Oh, bon, vous êtes prêts pour l'ascension de Kizuna AI? Ok. 2 mois après son lancement, Kizuna AI fait une blague en disant que vu que ses vêtements sont des hologrammes, alors techniquement, elle est nue. C'est une blague, mais le bot YouTube détectant le mot nu sort de ses gonds et c'est le ban. Ok, bon, faux départ. Heureusement, YouTube se calme et Kizuna AI peut revenir. 1 mois après le bannissement, elle obtient les 100 000 abonnés. Et encore 1 mois après, en mars 2017, c'est les 200 000 abonnés. Pour fêter ça, elle décide de créer une deuxième chaîne, AI Games, qui est uniquement dédiée au gaming. 1 mois encore après, une collaboration entre Kizuna et la société japonaise de développement de jeux vidéo Asobimo est annoncée. C'est comme ça que dès sa deuxième vidéo sur sa chaîne gaming, Kizuna joue un jeu où elle apparaît directement dedans. Donc la personne derrière Kizuna AI joue un jeu où dans son jeu, elle joue à un jeu où son perso joue. Ça, c'est du génie marketing. Dans le même mois, elle devient ambassadrice d'une campagne de gouvernement pour favoriser le tourisme sur le territoire nippon. Et en décembre 2017, Kizuna AI obtient le 1 million d'abonnés, peu de temps après avoir fêté les 1 an de sa chaîne. Attendez, pause, est-ce que vous vous rendez compte du phénomène que c'est? C'est-à-dire en un peu plus d'1 an, 1 million d'abonnés. Sans avoir été push ou sans avoir de chaîne secondaire, c'est vraiment mais énorme. Et le temps que je vous explique ça, c'est parti, elle a eu les 2 millions d'abonnés. Effectivement, le 15 juillet 2018, et donc moins de 2 ans après la création de sa chaîne, Kizuna AI atteint les 2 millions d'abonnés. Et pour marquer le coup, elle sort sa première musique, Hello Morning. Ah, on reconnaît quand même que les producteurs d'Active 8, ça les démangeait de revenir à ce qui les avait inspirés à la base, c'est-à-dire les musiques et les concerts de Hatsune Miku. C'est pour ça que le premier concert est organisé quelques mois plus tard, le 29 décembre 2018. Alors après avoir séduit le cœur des japonais en 2018, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus pour Kizuna AI en 2019? Eh bien c'est de faire comme sa prédécesseur, conquérir le monde. Les productions de chez Active 8 l'avaient très bien compris, c'est pour ça qu'ils ont soigneusement pensé à sous-titrer les vidéos dans plein de langues différentes. Et ça, l'algorithme YouTube il l'a bien remarqué, et c'est pour ça qu'elle se retrouve partagée dans la sphère anglophone, et donc mondiale. Pour accélérer encore plus le processus, Kizuna AI multiplie les feats avec de gros youtubeurs pour apparaître toujours plus partout. PewDiePie, Animeman, Hikaking, c'est l'explosion absolue. Car Kizuna AI, elle peut plaire à tout le monde, qu'importe vos centres d'intérêt. Comédie, divertissement, gaming, musique, danse, elle a vraiment un très large éventail de contenu. Mais le 25 mai 2019, la société de production Active 8 à qui tout réussit va commettre sa première erreur. Et pour le coup, c'est une très grosse erreur. Kizuna AI, dans sa vidéo, présente d'autres Kizuna. Et le but, c'est qu'elles aident la véritable Kizuna AI dans sa création de contenu. Une est chargée du montage et de l'aspect technique, une autre du gaming, et encore une autre de la danse et du chant. Chacune étant incarnée par une personne différente, et donc aussi avec des voix différentes. Au début, chez les fans, c'est plutôt bien accepté, mais le souci qu'on y voit, c'est qu'avec cette répartition des tâches, que va faire la véritable Kizuna AI? Qu'est-ce qui lui reste? On se demande quel genre de rôle elle va bien pouvoir tenir, et certains fans manifestent leur inquiétude. Et leur crainte était bel et bien fondée, car la véritable Kizuna AI, au fil des semaines, apparaît de moins en moins sur sa propre chaîne YouTube. On parle même de remplacement, ce qui effraie encore plus sa communauté. C'est pas faute d'avoir essayé de faire passer la pilule doucement, mais rien à faire. Multiplier les Kizuna AI, c'est briser l'aspect unique du personnage. Et ça se voit que c'est un move bizarre. Alors comment ça se fait que la société de production Active 8, qui n'a fait vraiment aucune erreur jusque-là, a pris cette décision bizarre? Vous vous souvenez de l'explosion juste avant? Eh bien, à force de cartonner partout, la véritable Kizuna AI n'a plus de temps pour elle. Ou encore devrais-je dire la comédienne qui l'incarne, elle se doit d'assister à des réunions pour des publicités, pour des campagnes, préparer des concerts, des feats, et donc le rythme était depuis plusieurs mois déjà intenable pour elle, ce qui a poussé la comédienne et le studio de production à trouver une solution pour déléguer certaines tâches. Et c'est comme ça que la décision a été prise de créer des clones pour les chaînes YouTube. C'est vraiment le fantasme absolu. Active 8 pensait qu'avec le côté VTuber, il pouvait y parvenir. Mais la relation parasociale qui s'est créée, c'est entre les fans et la vraie Kizuna AI, avec sa voix et sa personnalité. Et cette information importante, le studio de production semble être passé à côté.
c'est la perte de vitesse totale. Les fans sont en panique, Kizuna Ai fait même un communiqué pour rassurer que la décision vient bien d'elle aussi. Mais la perte de confiance se fait sentir et le doute systématique s'installe. Est-ce que c'est réellement elle qui a communiqué? Comment savoir si c'est la vraie? Est-ce qu'elle n'a pas été manipulée pour le dire? Il y a vraiment dans la communauté une énorme parano qui se met en place. Alors Active 8 tente par tous les moyens de regagner le cœur des fans, par exemple en habillant les clones d'une manière différente, pour que visuellement on puisse savoir qui est qui. Mais ça se retourne contre eux parce que la Kizuna Ai gameuse réalise des sponsors et donc ça accentue encore plus les rumeurs de remplacement. Les inquiétudes se transforment en haine et c'est comme ça que les clones commencent à se faire insulter. La communauté est en rage, ils veulent uniquement la vraie Kizuna Ai. Ils estiment que les clones la représentent mal, comme par exemple avec un Ahegao dans cette vidéo, jugeant que jamais la vraie Kizuna Ai aurait fait ça. À partir de là, c'est les désabonnements en masse, surtout en Chine où elle était très proche des 1 million sur Bilibili et elle est retombée en seulement 6 jours à moins de 900 000 abonnés. Tout ça forcément, ça a des répercussions sur le business. Et donc quelques mois après l'annonce des clones, en août 2019, la société de production Active 8 annonce un déficit de 5 millions d'euros. Poussé dans ses derniers retranchements et face à une situation de crise inégalée, Active 8 décide de jouer le tout pour le tout. Briser l'ultime tabou des VTubers. Le 24 avril 2020, la comédienne de doublage, Seiyu en japonais, Kasuga Nozomi, révèle qu'elle est la voix derrière Kizuna Ai. Ils mettent fin au mystère et par la même occasion, ils créent la société Kizuna Ai Incorporation. En vérité, beaucoup de fans savaient déjà que Nozomi était derrière le personnage de Kizuna. Alors, à quoi sert véritablement cette annonce? Le but c'est de prouver aux fans qu'avec cette nouvelle société, la véritable Kizuna Ai est bien décisionnaire dans les actions de la chaîne. Mais il y a rien à faire, c'est une longue descente aux enfers avec des rumeurs qui traînent encore et toujours. Alors début 2021, Kizuna Ai, ou plutôt Nozomi, décide de frapper un grand coup. 私の名前はキズナアイです。どうぞよろしくお願いします。お前ら今日はね、怒ってる。キズナアイって中の人変わったでしょ。あ、4人とかなんだっけ。キズナアイ声変わった。そうかくら Ah, c'est la vidéo drama explication coup de gueule. Elle explique que non, elle n'a pas été remplacée et qu'elle en a marre des fausses rumeurs. En parallèle, les clones sont retirés et obtiennent leur propre identité et leur propre design. Mais même après cette vidéo qui fait 2,2 millions de vues, par la suite, les vues sur les vidéos suivantes ne reviennent pas. Cette fois, la vraie Kizuna Ai est bien revenue, c'est elle qui gère tout, il n'y a plus les clones, alors qu'est-ce que les fans réclament encore? Eh bien... c'est trop tard. Le mal est fait, les fans sont plus vraiment là. Entre 2019 et 2021, le contenu proposé sur YouTube a beaucoup changé. Ce que propose Kizuna Ai, c'est devenu old school, elle n'est plus à la page. Ce qui est assez ironique pour une personne qui se prétendait intelligence artificielle toujours à la pointe de la technologie. En fait, la communauté qui suit les VTubers souhaite toujours plus d'interactions parasociales. Et donc, on est passé des vidéos préenregistrées à des lives. Et ça, une nouvelle génération de VTubeuses l'a très bien compris. Parce que pendant que Kizuna Ai et Active 8 se battaient pour récupérer l'approbation de leurs fans, la concurrence, elle s'est pas endormie. Et c'est pas juste des nouvelles VTubeuses, ce sont carrément des nouvelles agences de VTubeuses. Hololive et Nijisanji, ce sont les deux nouvelles grosses agences. Et en 2021, ils sont en train de tout bouffer. Nijisanji surtout sur le plan national, donc au Japon, et Hololive sur la scène internationale avec les États-Unis, l'Angleterre, les Philippines, la Chine, non. Pas trop la Chine en fait. Genre vraiment pas en Chine, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, pour Kizuna Ai, ça ne fonctionne plus, on doit arrêter les frais, et donc c'est la fin. Pour elle, l'aventure se termine le 20 avril 2022 et elle fait ses adieux correctement en live. C'est ce qu'on appelle une graduation chez les idols, Sotsugyoshiki en japonais. C'est l'équivalent d'une cérémonie de remise de diplôme et c'est plus doux que de dire fin de carrière. Et par contre, le live de fin, n'imaginez pas qu'elle est là comme ça en train de dire au revoir dans le même décor habituel. Non, 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 non. Le live, ça va être un événement majeur. Ce live, c'est vraiment une bombe nucléaire en termes de contenu dans l'univers du VTubing. Et je trouve ça ultra classe. La musique, la prestance, même la façon de marcher avec cette entrée, franchement, oh là là, c'est du show de haute qualité. Je ne suivais même pas trop son contenu et pourtant j'ai eu des frissons, alors j'ose même pas imaginer ce qu'ont dû ressentir ses fans.
De nombreuses larmes ont été versées parce que les fans, mais aussi les VTubers, se sont réunis pour saluer le départ de Kizuna Ai. Car tout le monde sait que malgré cette fin, Kizuna Ai reste et restera à jamais la déesse créatrice des VTubers. Celle qui a à tout jamais pavé la voie pour les prochaines générations. C'est elle qui a créé cet univers et ce lien parasocial si puissant entre le public et un avatar animé. Son objectif était de se connecter avec des êtres humains et elle a réussi. Elle part en beauté en laissant un fabuleux souvenir dans le cœur de ses fans et aussi des autres VTubers. Depuis ce live, plus aucune nouvelle de Kizuna Ai. La déesse créatrice s'en est allée, mais maintenant le trône est vacant. Et la concurrence n'a clairement pas attendu pour frapper. Les héritiers VTubers. Remontons dans le temps, juste avant le début de la chute de Kizuna Ai, c'est-à-dire en mai 2019. On voit quand même que Ai Channel de Kizuna et sa chaîne secondaire restent loin devant. Les autres VTubers à ce moment tournent autour de 300K sur YouTube. Mais à partir d'avril 2020, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt ce petit graphique. Des noms en jaune qui sont très présents avant qu'en juin 2020, les noms en bleu envahissent le top. Ces couleurs représentent les agences dans lesquelles les VTubers sont affiliés. Jaune pour Nijisanji et bleu pour Hololive. Et ça va demander une petite explication. Parce que pour nous, les YouTubers, ça nous arrive d'être liés à des agences, mais on est rarement dépendant d'elles. Tout simplement parce qu'on commence tout seul et dès qu'on commence à bien fonctionner, là on vient nous draguer. Mais dans le cas des youtubeuses virtuelles, c'est différent. Dans la majorité des cas, le talent, c'est-à-dire la VTubeuse, elle est créée au sein de l'agence. Son design, son univers, son rôle, son lore, sa taille de poitrine, ses préférences, sa date de naissance, tout est créé par l'agence. Bien sûr, la seiyuu, la comédienne, elle a aussi son mot à dire, enfin j'espère parce que c'est elle qui va incarner le personnage. Et si les agences envahissent le top comme ça, c'est parce qu'ils ont bien retenu la leçon de l'erreur de Kizuna Ai. Elles ne vont pas multiplier ce qui fonctionne avec des clones, certainement pas. On ne parle plus de clones, c'est fini. Ces agences vont créer plus de VTubeuses avec chacune leur personnalité propre. Là où Active 8 n'avait que Kizuna Ai, les autres agences ont pour but de monter une armée de VTubers. Et quand je dis une armée, je plaisante même pas. Matez-moi ce nombre sérieux. 67 du côté de Hololive contre 147 du côté de Nijisanji. L'idée c'est que chaque année les agences présentent de nouvelles VTubeuses avec des caractéristiques différentes. Au début le phénomène est national, donc au Japon. Mais les différents clips publiés sur YouTube se transforment en mèmes et attisent la curiosité des étrangers. Pour aider un petit peu les VTubeuses, elles vont prononcer quelques mots en anglais. I am justice. Et là, c'est l'explosion. C'est comme ça que les agences vont s'intéresser au marché international en se disant le japonais c'est bien pour les japonais, mais en anglais on pourrait toucher le monde, non ? C'est pour ça qu'il y a carrément des générations de VTubeuses en anglais qui sont lancées depuis Hololive ou Nijisanji. C'est comme ça que les agences de VTubers se sont attaquées au marché international, tout en développant à chaque fois le lore de l'agence avec chaque nouveau personnage. Et sincèrement, je pense que vous vous rendez pas du tout compte des moyens mis en place pour développer ce lore. Reprenons l'exemple de Shiori Nobela, une VTubeuse de chez Hololive de la branche anglaise. Voici sa description. Poussée par sa soif de connaissance, Shiori Nobela est l'archiveuse. Elle transforme ses histoires préférées, ses souvenirs précieux en marque-pages et les enregistre. Par malheur, il s'est arrivé qu'elle a obtenu des connaissances interdites dans l'une des histoires et a été emprisonnée. Mais pour elle, cette expérience en elle-même n'est qu'une histoire fascinante. Afin de poursuivre sa recherche d'autres histoires, elle a planifié et exécuté une évasion de prison. Ah, on met clairement les petits plats dans les grands ici. Après, c'est pas forcément toujours dans le même style, on peut avoir des explications de lore beaucoup plus rigolotes. Notamment avec la VTubeuse de chez Hololive toujours, Kiryu Coco, et son animation légendaire. Wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. En gros, c'est une enfant dragon qui vient d'un autre univers et qui vient sur Terre en échange académique. Ah bah tout de suite, oui, c'est moins recherché. Elle est très intéressée par les relations avec les êtres humains. Non, pas dans ce... Non. Ce live de départ pour présenter une nouvelle VTubeuse, c'est ce qu'on appelle un début. Oui, en français ça marche pas très bien, mais ce que je veux dire c'est qu'on soit en japonais ou en anglais, ça se dit début, ou plutôt début. Et pour ce début, tout est minutieusement préparé. Plusieurs semaines avant, on leak les designs, la date d'annonce. Ensuite, on met en place le live, la présentation animée se lance et puis la VTubeuse apparaît. Tout ça pour qu'au moment du début, il y ait un maximum de personnes connectées. Et c'est pour ça que quand une VTubeuse de chez Hololive commence, ça n'a rien de surprenant d'avoir des dizaines de milliers de viewers pour son premier live et quelques centaines de milliers d'abonnés au bout de quelques jours. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes les histoires des VTubeuses, elles sont originales et elles se recoupent. En gros, c'est pas le Marvel Cinematic Universe, mais plus le Hololive VTubeuse Streaming Universe. Les fans, ils sont excités de savoir quelle sera potentiellement leur prochaine Oshi. Oshi, ça vient du verbe pousser ou soutenir en japonais. Ça désigne globalement la VTubeuse que le fan veut voir le plus décoller. Donc par exemple, je peux dire ma Oshi, c'est Shiori Nobela. Et oui, pour les petits curieux, c'est le même Oshi qu'on retrouve dans l'anime Oshinoko. Un anime qui parle d'idoles au Japon et aussi des aspects sombres des idoles au Japon. Et tiens, le même vocabulaire.
Et ça fait plusieurs fois en plus. Avec Oshi, Debut, Graduation, le même système avec les agences, le teasing et aussi le regroupement par génération. Attendez. En fait, ce système, c'est pas celui des youtubeurs. C'est totalement le mode de fonctionnement des agences des idoles japonaises. Oui, ça crève les yeux depuis le début, mais ces youtubeurs ou streamers virtuels sont totalement des idoles. En revanche, je dois préciser que ça ne vaut que pour celles qui sont en agence. Parce que même si toute cette animation, ce lore, cette réflexion, c'est devenu une norme dans le monde des VTubers, ça coûte toujours très cher. Ces gros moyens de production, clairement les indépendants ils ne peuvent pas se les permettre. Déjà rien que la création du personnage et son animation en temps réel, ça nécessite un HTC Vive Pro avec des détecteurs sur les hanches, les chevilles, la maîtrise du logiciel VRChat sans compter le rigging de son personnage. C'est ce qui correspond à chaque couche de dessin qui permet au personnage d'être animé. Bref, rien que ça chiffre à plusieurs milliers d'euros, mais si on rajoute en plus l'animation pour le début, bien là on passe clairement à la dizaine de milliers d'euros. Et même si certains indépendants comme la VTubeuse Sarue parviennent à créer de gros engouements, il suffit de faire un tour sur le hashtag VTuber de Twitch pour se rendre compte que le VTubing, c'est pas une formule magique. En tout cas, ça ne l'est plus. Toutefois, pour les agences en 2021, avec le confinement mondial, tout ça, oh là là, tout va bien. Enfin, surtout pour Hololive. On arrive au mois de juillet et là, on a du bleu partout. Clairement, l'agence Hololive domine incontestablement le marché, mais il continue de produire des VTubeuses pour vraiment avoir le monopole. Mais alors pourquoi miser autant sur des idoles virtuelles alors que l'agence pourrait très bien le faire sur des idoles humaines? Oh, il y a un bon paquet de raisons. Idol versus VTubeuse. Chez les idoles humaines, les agences cherchent à gérer tous les aspects de leur emploi du temps. Tout jusqu'au moindre petit détail parce qu'ils savent très bien que ce moindre petit détail peut leur coûter très cher. Oui, c'est ça le drama. Combien d'idoles ont été retrouvés avec des relations amoureuses et ont vu leur carrière voler en éclats? C'est le cas très célèbre en 2013 de Minegishi Minami, idol de chez AKB48. Elle a été surprise de passer la nuit dans l'appartement d'une idole masculine. Le souci c'est que même si dans le code déontologique les idoles n'ont pas le droit d'avoir des petits amis et même si les agences essayent de tout fliquer, eh bien ça reste des êtres humains. Et tant que les idoles auront une vie privée, eh bien des scandales pourront éclater. Alors qu'une idole virtuelle, elle n'a pas cette vie privée. Ok, ça sonne très dystopique ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire par là c'est que Shioli Nobela, elle n'a pas de vie privée. C'est la comédienne qui l'interprète qui en a une. Et comme cette dernière, le public ne sait pas qui c'est, eh bien elle n'a pas de stress à avoir lorsqu'elle sort dehors. Pas de petite amie ou encore d'enfants à cacher. C'est en vérité plus agréable pour les comédiens car la séparation entre vie privée et activité d'idol est beaucoup plus marquée. Et il y a un autre aspect très pragmatique où le virtuel gagne, c'est l'entretien. Un être humain, ça vieillit, des rides peuvent apparaître, alors qu'un avatar, on fait ce qu'on veut avec. Pas besoin de passer des heures en maquillage, en skincare, en injection, les comédiennes en dehors d'internet ont une vie beaucoup plus paisible. Et bien sûr, pour maintenir cette tranquillité, leur identité doit rester secrète à tout prix. C'est pour ça que vous comprenez mieux que le move qu'a fait Kizuna Ai, c'était vraiment un move désespéré. Surtout qu'il faut faire attention à son visage, mais aussi à sa voix. Oui, je vous jure, on peut vous reconnaître juste avec une voix. Mais alors, du côté des fans, est-ce qu'ils ne sont pas frustrés et ne veulent pas savoir qui se cache derrière? Eh bien, ça peut être partagé, mais généralement, on a une petite minorité qui veut savoir et une grande majorité qui ne veut pas. Tout simplement parce qu'ils veulent croire au personnage en 2D et donc révéler l'être humain en 3 dimensions derrière, ce serait comme briser la magie. La communauté pourrait même en vouloir à la comédienne de ne pas avoir été assez prévoyante et assez discrète sur son identité. Oui, ça peut s'inverser. Même si bien sûr, voir une paire de seins ou de pieds, c'est toujours un petit plus pour la communauté. Like be like doing ASMR like this, you know, and I'm like, hey, what's up, man? Mais justement, les interactions comme ça avec la communauté, eh bien ça se passe comment pour les VTubers? Oh, si vous pensez qu'une VTuber ne peut pas rencontrer en face à face son public, vous sous-estimez grandement l'industrie. HoloFest. C'est le nom de la convention dédiée aux personnages de Hololive et ça rassemble pas 3-4 personnes. On est autour de 20 000 personnes et ça c'est parce que le nombre de places il est limité. Et premier degré, je trouve ça stylé. Par contre, les rencontres abonnées où tu es en face à face avec un écran télévisé et que tu te prends en photo avec, j'avoue que je trouve ça un petit peu cringe, mais certainement je dois ouvrir un peu plus mes chakras. Mais au moins, il n'y aura jamais d'histoire d'attouchement bizarre et il n'y aura pas non plus besoin d'avoir 40 vigiles autour du stand. Parce que oui, c'est ce qui se passe pour les idoles humaines. HoloFest, c'est aussi le genre d'événement où c'est l'occasion de vendre du merch et il est juste incroyable. Franchement, les collabs sont très réussis. Et pour la petite histoire, c'est le président de Hololive, Motoaki Taniko, surnommé par erreur Yago, qui pose à chaque fois pour le merch de ses idoles. D'ailleurs, lui aussi est devenu une sorte d'idole par la force des choses. Si vous voulez, vu que la majorité des VTubers ce sont des filles, c'est un peu le papa de ces filles. Voilà. Donc si on s'arrête là, on pourrait se dire que l'industrie des VTubeuses est bien plus saine que celle des idoles. Respect de la vie privée, séparation entre le pro et le perso, interaction mieux maîtrisée avec les fans, sincèrement je ne vois que des avantages. J'avais oublié qu'à chaque fois qu'on utilise des persos animés au Japon, il y a systématiquement le même problème qui arrive. Lolicon.
Oui, forcément, vu qu'on peut faire ce qu'on veut, plus ou moins au Japon dans la légalité, sur les personnages virtuels, eh bien, impérativement, il se doit de créer un personnage qui a moins de 14 ans, qui va systématiquement rester sur le borderline. Et ne pensez pas une seconde que ce profil-là, c'est les petites VTubeuses de l'agence. Non. Typiquement, la plus huge des VTubeuses, actuellement, c'est Gaogora, avec 4,46 millions d'abonnés sur YouTube. C'est clairement une loli. Mais c'est aussi une descendante du peuple de l'île perdue de l'Atlantide avec une queue de requin. 5,8 millions de vues pour cette vidéo. Heureusement qu'il y a la censure, mais clairement la tendance loli est bien ancrée dans le paysage des VTubers. Tout comme elle l'est d'ailleurs aussi chez les idoles humaines. Donc c'est vrai qu'à choisir, je préfère avoir des personnages virtuels qui ont l'apparence d'une fille de 12 ans que d'avoir une fille de 12 ans qui chante et danse devant un public qui a 3 fois son âge. Mais à part ce souci sur les lolis, qui au Japon n'en est pas vraiment un, eh bien les agences pensaient peut-être être à l'abri des dramas. Parce que la majorité des dramas qui concernent les idoles humaines, eh bien ça vient de leur vie privée. Donc pour les VTubeuses, il suffit de faire attention à ne pas dévoiler son vrai visage, et le tour est joué. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement mal se passer après tout? Les dramas. Uruha, le chia. Pour l'histoire de la vie privée avec le petit copain, j'ai peut-être parlé un peu vite. Uruha le chia est une VTubeuse avec un style yandere faisant partie de la Gen 3 de Hololive. Et elle crie beaucoup, genre vraiment beaucoup. Et sa spécificité, c'est qu'elle joue le rôle d'une petite copine totalement possessive avec ses abonnés. Elle fait ce qu'on appelle du GFE, du Girlfriend Experience. Ça fait totalement partie de son personnage et de son merch, et ça se voit très bien. On a des figurines d'elle en robe de mariée, et on peut même acheter une bague de mariage avec un contrat. C'est vrai que ça va un petit peu loin, mais la communauté, elle sait que c'est un jeu. Bon, j'imagine qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à faire la distinction, mais globalement, ça se passe bien. Mais en février 2020, c'est la grosse erreur. Pendant un live de Uruha le chia, une notification Discord apparaît sur l'écran. Je viens de finir de stream, je rentre chez moi. Mi, tiens. Oh la vache. Mi, c'est sûrement le surnom de la comédienne qui interprète Uruha le chia. Et forcément, les détectives de la communauté, en analysant les photos qu'elle a déjà postées sur les réseaux, des photos IRL où elle n'est pas présente bien sûr dessus, mais on voit son décor, ils ont analysé les meubles, le sol, les peluches, pour détecter que c'était les mêmes qu'un autre VTuber. Ils sont donc arrivés à la conclusion qu'elle vivait avec un autre VTuber qui s'appelle Mafumafu. Pour la communauté, c'est une haute trahison. Mafumafu, c'est un gros VTuber, un homme pour le coup, et son style c'est exactement le même que le chia, mais avec un public beaucoup plus féminin. Bref, pour le chia, c'est la sauce absolue. Menace de mort et j'en passe, mais elle garde quand même le soutien majeur de sa communauté. Le souci avec ce drama, c'est qu'on apprend de plus en plus de choses sur le chia, comme le fait qu'elle avait une relation à sens unilatéral avec Mafumafu. Et puis on comprend vaguement que son personnage de Uruha le chia, eh bien dans la vraie vie, la distinction est pas folle. Le chia, elle arrive pas à surmonter ça et elle continue de tweeter des messages très inquiétants. Et ça continue d'alimenter toujours plus la boucle en montrant publiquement des messages privés, en faisant des vidéos explications. Il y a même des lives qui sont faits avec des youtubeurs spécialisés drama. Vraiment, ça s'embourbe de plus en plus comme dans des sables mouvants. Plus on essaye de s'en sortir, plus on s'enfonce à l'intérieur. Et finalement, le 24 février 2022, Uruha le chia est dégagé carrément de l'agence Hololive. L'argument donné, c'est divulgation de données sensibles, mais je vous avoue que c'était pas un choix facile pour l'agence. Je parle pas vraiment au sens émotionnel, c'est plus au sens lucratif. Parce que même encore aujourd'hui, la chaîne de Uruha le chia, c'est la 3e chaîne YouTube la plus lucrative en termes de super chat avec 3 millions d'euros générés. Et malheureusement, sa chaîne YouTube a été nucléarisée. Bon, quand une VTubeuse disparaît à cause d'un drama, c'est pas facile. Mais alors maintenant, imaginez que ça arrive à carrément une agence. L'incident de Taïwan. Déjà, il faut savoir que rapidement, Hololive et Nijisanji, ils se sont rendus compte que c'était une bêtise d'avoir seulement des VTubers traduits dans d'autres langues. Le plus efficace, c'est de carrément cibler les autres pays. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est comme ça que Hololive s'est implanté en Indonésie, en Chine, et a même ouvert une branche avec des VTubers anglais. Sauf qu'en Chine, tout ne s'est pas passé comme prévu. L'histoire commence avec plusieurs streams en septembre 2020. En apparence, vous vous dites, ok, là il y a Kiryu Coco, celle qui a la queue de dragon, et à ce moment-là, c'est la VTubeuse la plus populaire, donc on parle de millions d'abonnés. De l'autre côté, on a Akai Hato, c'est aussi une VTubeuse de chez Hololive. Donc on a deux VTubeuses qui montrent leurs statistiques démographiques, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bien, il y a eu la mention d'un pays, un pays qui n'est pas reconnu par l'entièreté du globe. Il s'agit de Taïwan. Effectivement, si vous ne le saviez pas, Taïwan pour les Chinois, ce n'est pas un pays. Pour eux, Taïwan, en fait, c'est à eux, c'est la Chine. Du coup, le fait qu'une VTubeuse diffusée en Chine mentionne Taïwan comme étant une région du globe qui s'apparente à un pays indépendant,
monumentale erreur. Quand Hololive voit que ça chauffe dans la communauté chinoise, ils appliquent la procédure habituelle. Mise en privé des rediffusions de stream et profil bas. Malheureusement, les désabonnements continuent en masse, donc on décide de sévir. Et c'est là où ils décident de suspendre pendant 3 semaines les 2 VTubeuses pour calmer un peu les esprits qui s'échauffaient en Chine. Sauf que devinez à qui ça ne va pas plaire? À absolument tout le monde! La communauté chinoise est furieuse que ça soit que 3 semaines, et la communauté non chinoise, c'est-à-dire tous les autres, eh bien ils trouvent que c'est n'importe quoi que les Chinois ramènent leur patriotisme mal placé dans ce genre d'endroit. Donc là, pour le coup, des deux côtés, ils sont d'accord pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision de Hololive. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça part en couille absolue sur le net. La communauté chinoise est horrible envers Kiryu Coco spécialement, avec des menaces de mort, des humiliations, tout est là. Dieu merci, c'est un avatar, parce qu'ils étaient vraiment prêts à utiliser le visage de Kiryu Coco pour en faire des deepfakes de vidéos, voilà, vous avez compris. Kiryu Coco au bout de 3 semaines revient en stream, sauf que la communauté chinoise rageuse comme elle est, elle décide de pas laisser passer. Donc les viewers décident de mettre en place des plugins sur leur navigateur pour spammer et pourrir le chat de Kiryu Coco. En fait, ils ne mettent pas de mots bannis ou d'insultes, juste ils mettent des déclarations, des phrases qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun rapport avec le stream, et c'est ça qui frustre. Sans oublier qu'ils vont bien sûr le harceler sur Twitter, créer des fakes, l'humilier, bon voilà, tout ça c'est le forfait habituel. Et c'est là où, au fait, le truc de semaine en semaine ne s'arrête pas, et l'incident commence à monter dans les échelons jusqu'à devenir politique. Ah oui, je ne plaisante pas, surtout du côté chinois, ça monte tellement que Hololive est banni de tous les services chinois. Malheureusement pour l'agence, donner raison aux Chinois, c'est s'écraser devant eux et perdre la face aux yeux du reste du monde. Et ne pas les écouter, eh bien c'est perdre tout bonnement le marché chinois qui est en pleine expansion. Et ce qui devait arriver arriva, c'est l'ultimatum. Hololive se retrouve avec 2 choix. Le premier, c'est éjecter leur plus gros talent Kiryu Coco, et le second, c'est quitter définitivement le marché chinois. La décision fut difficile, mais elle fut prise. Hololive quitte le marché chinois. Oui, merci. Bon, en vérité, ils ne l'ont pas fait par déontologie, c'est surtout qu'ils ont pesé le pour et le contre du côté financier de la balance. Et ils se sont rendus compte comme ça que la Chine était peut-être prometteuse en termes de nombre de viewers, mais en termes de super chat et en termes de fric, c'était pas si fou. Et c'est comme ça que progressivement, l'harcèlement sur Kiryu Coco a pris fin, même si le 1er juillet 2021, elle a fait sa graduation. Alors c'est pas du niveau de Kizuna Ai, mais c'est quand même un gros nom du VTubing qui s'en est allé, avant de revenir sous la forme d'un autre VTuber, Kayson. Et oui, je devais le mentionner, mais pour les plus gros VTubers, eh bien, il y a une réincarnation qui est possible. La preuve que finalement, les gens peuvent s'attacher à ce qu'il y a derrière l'avatar. Je pense que vous l'avez compris, mon avis de départ par rapport aux VTubers a bien changé. C'est pas que ce que je décrivais avec les interactions parasociales destinées à uniquement faire acheter du merchandising à des personnes qui sont en détresse affective n'existe pas. C'est juste que vu la taille du phénomène que sont les VTubers, ce n'est juste pas représentatif de la communauté. C'est comme si je critiquais toutes les streameuses Twitch parce qu'il y en a quelques-unes qui font du contenu tendancieux. Personnellement, quand je vois les réalisations et les créations dans le monde des VTubers, je trouve ça ultra impressionnant. Et je comprends pourquoi ça marche. Je comprends même pourquoi ça remplace les idoles humaines, sachant que c'est plus sain finalement. Et je comprends aussi pourquoi ça peut être intéressant de suivre une agence plutôt qu'un VTuber tout seul. C'est comme en fait suivre un club plutôt qu'un joueur de foot tout seul. Sans compter bien sûr que tous les dramas, c'est aussi ça qui fait vivre le milieu. Aujourd'hui, les VTubeuses au Japon, elles sont partout, même sur les chaînes météo. Elles ont réussi à conquérir le public anglophone, donc je pense que le phénomène va aussi finir par arriver en France. C'est obligé parce qu'on a beau avoir tous ces préjugés, il suffit de s'intéresser un peu au sujet pour tous les briser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment long à tout expliquer, mais quel univers, vraiment, quel phénomène, j'ai adoré. Et n'oubliez pas d'aller sur la boutique Oni pour aller faire un tour pour regarder les nouveautés. Clairement celui-là je trouve c'est une folie. C'était très agréable de comprendre comment un phénomène aussi huge a pu se créer, donc vraiment plus que jamais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.